Je m'appelle Arthur. J'ai 28 ans. Et pendant ces 2 dernières décennies, j'ai regardé ma belle-mère et mon père effacer systématiquement mon existence pour mettre en avant mon frère aîné. Lors d'un somptueux dîner d'anniversaire destiné à célébrer la vie parfaite de ce dernier, ma belle-mère a glissé une forte dose d'une substance chimique altérant l'esprit dans mon champagne, dans une salle remplie de 120 de leurs amis de la haute société. Ils avaient prévu de m'humilier, de me dépouiller de mes facultés et de me forcer à renoncer par signature à la totalité de l'héritage de ma mère. Je me souviens de mon frère Julien me regardant avec ce sourire narquois, écœurant et pitoyable, me chuchotant que je devais simplement boire et arrêter d'être un tel fardeau pour la famille. Mais il y avait un détail massif qu'ils avaient complètement négligé. L'empire immobilier de 900 millions de dollars sur lequel ils se tenaient, les fonds fiduciaires même qui payaient leurs voitures de luxe et leurs abonnements au country club, m'appartenaient légalement. Et en l'espace de 72 heures, ils allaient absolument tout perdre. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur empire volé brique par brique, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma vient toujours réclamer ses dettes. Et s'il vous plaît, dites-moi depuis où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons à la nuit où l'étincelle a été allumée. C'était le 5e anniversaire de mariage de mi-frère Julien. L'événement se tenait dans la propriété que ma défunte mère avait construite. Une vaste demeure que ma belle-mère, Béatatrice, avait passé des années à redécorer juste pour effacer tout souvenir persistant de la femme qui l'avait réellement payée. La soirée était le genre d'événement boursouflé et auto-congratulateur où tout le monde s'habille beaucoup trop bien, ment à travers ses facettes dentaires parfaites et prétend que nous sommes l'ultime famille américaine heureuse. Je me tenais près de l'arrière de la grande salle de bal. Je portais une veste de costume beige rigide et étouffante que Béatatrice avait insisté pour que je porte. Elle l'avait achetée spécifiquement pour cet événement. Elle m'avait dit que cela m'aiderait à me fondre dans la masse. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'elle me voulait invisible. C'était la dynamique. Julien était l'enfant en or, l'héritier présomptif, et j'étais le nuage sombre, le rappel regrettable d'un passé que mon père voulait enterrer. Je me tenais là, tenant une flûte de champagne chère dont je ne voulais même pas, regardant la salle comblée d'éloges Julien et sa femme parfaite, Chloé. Mon père, Richard, était complètement absorbé par une conversation avec le maire local, faisant du réseautage de manière agressive et ignorant mon existence. Béatatrice flottait de table en table, armée de son faux rire, s'assurant que tout le monde la voit comme la gracieuse matriarche. Environ 20 minutes après le début de la réception, j'ai pris une petite gorgée de ma boisson. Presque immédiatement, une sensation très distincte et lourde m'a envahi. Je n'étais pas ivre. J'avais à peine touché à l'alcool, mais mes membres semblaient soudainement beaucoup trop lâches. Un brouillard épais et étouffant s'est installé dans mon cerveau. Mon équilibre a vacillé juste assez pour m'obliger à agripper le bord d'une table haute pour me stabiliser. Une sueur froide a éclaté dans mon cou. Je connaissais mon corps et je savais que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai posé le verre et j'ai commencé à marcher vers le couloir menant aux toilettes, cherchant désespérément un espace calme et de l'air frais. C'est alors qu'elle m'a intercepté. Une femme, peut-être vers la fin de la trentaine, avec des yeux perçants et des cheveux auburn tirés en un chignon strict et sérieux. Elle s'est plantée juste devant moi, bloquant le couloir. Elle m'a demandé si je m'appelais Arthur. J'ai hésité, ma langue me semblant épaisse, mais j'ai réussi à hocher la tête. Elle s'est penchée tout près, le bruit ambiant du quatuor à cordes masquant sa voix basse et d'un sérieux mortel. Elle m'a dit que ma belle-mère venait de verser quelque chose dans ma boisson. Je l'ai fixée, clignant des yeux avec force, essayant de traiter ces mots à travers la brume dans mon crâne. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle n'a pas scié. Elle m'a dit avoir vu Béatatrice sortir quelque chose de sa pochette de créateur, le déposer directement dans mon verre et remuer une fois. Elle a précisé que cela s'était dissous instantanément, donnant l'impression que rien ne s'était passé. Elle m'a ensuite tendu une carte de visite. Le nom dessus était Evelyne, et son titre indiquait la sécurité privée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré clairement qu'elle assurait la sécurité d'événements de haut niveau, et que ce dont elle avait été témoin n'était absolument pas un accident. Ma gorge est devenue sèche comme du papier de verre. Evelyne m'a dit que je devais agir vite et que, peu importe ce qu'il y avait dans le verre, je ne devais pas en reprendre une autre gorgée. Mon estomac s'est complètement noué. Je lui ai dit que j'avais déjà pris quelques gorgées. Elle m'a évalué une seconde, remarquant ma posture instable, et m'a demandé comment je me sentais.
Je lui ai dit que je me sentais bizarre, pris de vertige, déconnecté. Evelyne m'a alors donné une consigne qui allait finalement changer le cours de toute ma vie. Elle m'a dit que si je pouvais réussir à échanger les verres en faisant passer cela pour une erreur anodine, je devais le faire immédiatement. Elle a pressé mon épaule une fois, un ancrage silencieux de soutien, et s'est fondue à nouveau dans la foule. Je me tenais dans ce couloir, serrant sa carte, mon cœur martelant ma poitrine comme un animal piégé. L'instinct était de fuir, d'appeler la police, de quitter la propriété, d'aller à l'hôpital. Mais le brouillard dans ma tête se dissipait juste assez pour laisser place à une fureur froide et calculée. Fuir me ferait passer pour un fou. Béatatrice nierait. Mon père me ferait douter de ma propre santé mentale et Julien me qualifierait d'instable. J'avais besoin qu'ils tombent dans leur propre piège. Je suis retourné calmement dans la salle de bal. Béatatrice se tenait près de notre table familiale réservée, distraite par le photographe de l'événement qui essayait de capturer des clichés spontanés des invités. Sa propre flûte de champagne reposait sur la nappe blanche immaculée, presque identique à la mienne. J'ai calculé mes pas. Je me suis approché, faisant semblant de vérifier mon téléphone, et d'un mouvement propre et fluide, j'ai échangé nos verres. C'était invisible. Personne n'a remarqué. J'ai reculé, j'ai pris le verre contaminé, désormais posé à la place de Béatatrice, et je l'ai placé juste devant elle. Puis je me suis retiré dans l'ombre de la salle, les bras croisés, et j'ai attendu. J'allais regarder la reine du château boire son propre poison. Les 20 minutes que j'ai passées à attendre ce toast m'ont semblé durer une éternité. Le quatuor à cordes jouait une mélodie d'une douceur écœurante, et le bourdonnement sourd de gens riches discutant de leur portefeuille d'investissement et de leur prochain séjour au ski résonnait sous les plafonds voûtés. Je me suis appuyé contre un pilier de marbre, les yeux rivés sur Béatatrice. Chaque fois qu'elle tendait la main vers la table, mon souffle se coupait, mais elle était trop occupée à faire son spectacle, trop occupée à être le centre de l'attention. En la regardant, elle, mon père et Julien, tout le ressentiment que j'avais enfoui pendant 20 ans a commencé à remonter à la surface. C'est drôle comme un moment de pure trahison vous force à passer toute votre vie en revue. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. C'était une force de la nature dans l'immobilier commercial. Elle avait bâti la fortune familiale à partir de rien, naviguant dans des conseils d'administration impitoyables pendant que mon père jouait le rôle du mari beau et attentionné. Quand elle est décédée, la lumière de notre maison est morte avec elle. Moins d'1 an plus tard, Béatatrice s'est installée chez nous. C'était une ancienne cadre en marketing, élégamment vêtue, incroyablement charmante et totalement impitoyable. Elle a amené avec elle Julien, son fils issu d'un précédent mariage. Julien avait quelques années de plus que moi, athlétique, charismatique, et exactement le genre de fils que mon père avait toujours voulu, mais n'avait jamais su élever. Dès l'instant où ils ont déballé leurs bagages, l'effacement de l'héritage de ma mère, et par extension du mien, a commencé. Cela a commencé par de petites choses. Les dîners de Thanksgiving n'étaient plus organisés dans la salle à manger avec l'argenterie ancienne de ma mère. Béatatrice préférait des événements modernes gérés par des traiteurs avec son propre cercle d'amis. Les photographies de ma mère ont été lentement mises dans des cartons et déplacées au grenier. Puis, on est passé aux finances. Quand est venu le temps d'aller à l'université, les frais de scolarité de Julien ont été entièrement couverts par ce que mon père appelait un fonds universitaire familial général. Lorsque j'ai postulé dans une université hors de l'État, on m'a dit que le fonds était épuisé et que je devais contracter d'énormes prêts étudiants. Ils ont acheté une voiture neuve à Julien pour sa remise des diplômes. On m'a donné une berline d'occasion qui tombait constamment en panne. J'étais le fantôme qui hantait leur portrait de famille parfait. Ils ne m'ont jamais maltraité physiquement. C'était bien pire. C'était une privation psychologique lente et systématique. Ils me faisaient sentir que j'avais de la chance qu'ils me permettent ne serait-ce que de m'asseoir à la table du dîner. Et mon père, l'homme qui était censé me protéger, laissait simplement faire. Il appréciait la paix que Béatatrice lui apportait. Il aimait le statut qu'elle lui procurait. Il a choisi son confort plutôt que sa propre chair et son propre sang. Mais 2 mois avant cette fête d'anniversaire, les fondations de leur vie parfaite s'étaient fissurées, et j'étais le seul à le savoir. J'avais reçu une épaisse enveloppe recommandée en provenance de Savannah, en Géorgie. Elle venait d'un homme nommé Sterling, l'avocat principal du cabinet qui s'était occupé de la succession de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre et une copie certifiée conforme d'un document juridique qui avait bouleversé toute ma compréhension de ma famille.
C'était le contrat de mariage de ma mère. Caché profondément dans le jargon juridique se trouvait une clause très spécifique et en béton armé. Ma mère était une femme brillante qui avait clairement vu clair dans les faiblesses de mon père. La clause stipulait que si mon père se remariait un jour, son nouveau conjoint se voyait légalement et sans équivoque interdire de recevoir le moindre centime lié aux actifs de ma mère. Cela incluait les investissements, les énormes fonds fiduciaires, le portefeuille d'immobilier commercial et la propriété même dans laquelle nous nous tenions actuellement. Les actifs étaient détenus dans une fiducie restrictive conçue pour contourner complètement mon père et m'être transférés directement lors d'un événement déclencheur spécifique ou à mon 30e anniversaire. Béatatrice n'avait aucun droit sur quoi que ce soit. Le style de vie luxueux, les galas de charité, le capital commercial qu'elle utilisait pour ses propres entreprises, tout cela était bâti sur un lit de mensonges et de fonds détournés. Mais elle n'était pas au courant de cette clause. Ou du moins, c'est ce que je croyais, comme un parfait imbécile. J'avais fait une erreur d'inattention. Quelques semaines après avoir reçu la lettre, j'étais au téléphone avec mon cousin Léo pour discuter de l'influence que j'avais désormais. Je pensais être seul dans mon appartement. Je n'avais pas réalisé que Julien était passé sans prévenir et se tenait juste devant ma porte. Il a dû entendre la conversation et courir directement chez sa mère car, juste après cela, tout a changé. L'indifférence glaciale à laquelle j'étais habitué a soudainement disparu. Béatatrice a commencé à m'appeler, à prendre des nouvelles, à m'interroger sur mon travail. Elle m'a invité à des dîners de famille dont j'étais habituellement exclu. Elle m'a même envoyé le costume beige sur mesure pour la fête d'anniversaire, insistant sur le fait que c'était une offre de paix pour rapprocher notre famille. Elle me souriait davantage, me complimentait devant ses amis de la haute société. Je savais que ce n'était pas de la gentillesse. C'était un piège. Mais j'avais gravement sous-estimé jusqu'où elle était prête à aller pour protéger sa richesse volée. Je pensais qu'elle essaierait de me corrompre ou de me piéger pour me faire signer un nouveau contrat. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle en viendrait à glisser une drogue dans mon verre lors d'une fête bondée. Elle pensait que j'étais le même enfant calme et soumis qu'elle avait intimidé pendant 2 décennies. Elle pensait que je serais trop stupide pour voir venir le couteau. Un tintement aigu m'a ramené au présent. Mon père se tenait en bout de la table principale, tapotant sa fourchette contre son verre en cristal. La pièce s'est immédiatement tue. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Mon père s'est raclé la gorge, levant son verre bien haut. Il s'est lancé dans son discours classique et répété sur l'amour, la loyauté et l'importance de l'héritage familial. C'était écœurant de l'entendre parler d'héritage alors qu'il se tenait dans une maison qu'il avait laissé voler à sa première femme. J'ai regardé les invités lever leur verre à l'unisson. J'ai regardé Béatatrice soulever la flûte que j'avais placée devant elle. Elle a porté le rebord à ses lèvres. Elle a regardé droit à travers la pièce, ses yeux se verrouillant sur les miens à travers la foule. Elle m'a adressé ce petit sourire victorieux et glaçant, totalement inconsciente qu'elle tenait l'arme qu'elle avait forgée pour moi. Elle a pris une longue gorgée. Je l'ai fixée en retour, mon visage totalement dénué d'émotion. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai compté les secondes dans ma tête. 1, 2, 3. Puis son sourire s'est figé. Le changement chez Béatatrice a été presque instantané. La lueur victorieuse dans ses yeux a disparu, remplacée par une confusion soudaine et terrifiante. Ses yeux se sont rétrécis comme si la pièce était soudainement devenue floue. Elle a cligné des yeux rapidement, sa tête s'inclinant sur le côté. La flûte en cristal a glissé de ses doigts manucurés. Elle a percuté le sol en marbre et s'est brisée en une centaine de morceaux pointus. Le fracas aigu a résonné violemment dans la salle de bal silencieuse. Pendant une fraction de seconde, un murmure a parcouru la foule. Les gens ont ri nerveusement, supposant probablement qu'elle avait un peu trop bu avant la fête et qu'elle était simplement ivre. Mais Béatatrice a lourdement vacillé sur ses pieds. Ses genoux ont fléchi et elle s'est effondrée. Elle n'est pas simplement tombée gracieusement. Elle s'est effondrée comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Elle a lourdement percuté le sol, juste au milieu du toast de son mari, devant 120 des personnes les plus influentes de la ville. Le chaos a éclaté instantanément. Béatatrice a commencé à avoir des spasmes sur le sol, sa respiration devenant rapide et saccadée. Un mince filet de mousse blanche a commencé à buller au coin de sa bouche. Des femmes en robe de soirée coûteuse ont hurlé et ont reculé. La femme de Julien, Chloé, a eu un haut le cœur et a couvert sa bouche d'horreur. Julien s'est précipité vers l'avant,
tombant à genoux à côté de sa mère, secouant agressivement ses épaules et hurlant au personnel de service de faire quelque chose. Il leur criait dessus comme si quelqu'un avait simplement renversé de l'eau sur la nappe au lieu d'une femme luttant pour sa vie. Mon père était totalement inutile. Il est resté planté là, figé sur place, le visage pâle, serrant un verre de whisky à moitié plein si fort que ses articulations étaient blanches. Il fixait sa femme s'effondrer comme s'il s'agissait d'un dysfonctionnement qu'il ne savait pas comment réparer. Les serveurs se sont précipités, renversant des plateaux de hors-d'œuvre dans leur panique. Quelqu'un a crié pour appeler un médecin. Mon père est enfin sorti de sa transe et a hurlé que quelqu'un appelle le 911. Et moi, je n'ai pas bougé d'un seul muscle. Je suis resté exactement là où j'étais, appuyé contre le pilier. Mon cœur battait à tout rompre comme un train de marchandises, mais mes mains étaient parfaitement stables. J'ai regardé la scène frénétique se dérouler avec une précision froide et détachée, car je savais avec une certitude absolue que le verre brisé sur le sol m'était destiné. C'était moi qui devais avoir de la mousse aux lèvres, être humilié devant l'élite de la ville, être évacué sur une civière et être complètement vulnérable aux documents juridiques qu'il prévoyait de me faire signer. L'ambulance est arrivée rapidement, ses gyrophares rouges et bleus colorant l'avant de la propriété à travers les immenses fenêtres, faisant ressembler toute la scène à un cauchemar lent et sanglant. Les ambulanciers ont chargé Béatatrice inconsciente sur une civière et l'ont évacuée. La fête était finie. Les invités chuchotaient, jetant des regards en biais à notre famille. La police est arrivée dans l'heure. Ils étaient polis, calmes et très efficaces. Ils ont coordonné la table et ont commencé à prendre les dépositions préliminaires des gens. Je pouvais sentir les regards accusateurs de ma famille me brûler le côté de la tête. Ils avaient remarqué que je ne m'étais pas précipité au chevet de Béatatrice. Ils avaient remarqué mon calme étrange. Un officier s'est approché de moi avec un carnet de notes. Il m'a demandé si je me tenais près du champagne lorsque l'incident s'était produit. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, oui, nous y étions tous. Il l'a noté, observant de près mon attitude. Il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel dans le verre de Béatatrice avant qu'elle ne boive. J'ai fait une pause, laissant le silence s'installer juste assez longtemps pour montrer que je réfléchissais. J'ai répondu très prudemment, pas avant qu'elle ne tombe. Je savais qu'ils étaient déjà en train de rassembler les pièces du puzzle. Les gens comme Béatatrice ne s'effondrent pas au hasard avec de la mousse aux lèvres. Elle ne s'est pas étouffée avec un canapé. Elle n'a pas glissé sur un sol mouillé. C'était chimique. Et dans une pièce où le champagne était la seule chose consommée, ce verre brisé sur le sol allait révéler l'absolue vérité. Je suis parti de la propriété et je suis retourné dans mon petit appartement de Midtown. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais assis sur mon canapé usé, les lumières de la ville filtrant à travers les stores, fixant simplement la carte de visite qu'Evelyne m'avait tendue. Mon esprit tournait à plein régime, calculant tous les angles possibles. Au lever du soleil, mon téléphone a commencé à vibrer agressivement sur la table basse. C'était un SMS de mi cousin Léo. Le message disait simplement « Tu es en tendance ». J'ai ouvert le lien qu'il m'avait envoyé. Internet va à une vitesse terrifiante. Twitter, TikTok et les groupes Facebook locaux explosaient déjà avec des hashtags comme Clark Collapse, Anniversary Disaster et What Was in the Glass. Quelqu'un avait divulgué une vidéo de la fête. On y voyait Béatatrice rire, lever son verre, prendre une gorgée, puis s'effondrer violemment. Mais la vidéo ne s'arrêtait pas là. La personne qui filmait avait orienté la caméra directement vers moi. On me voyait debout près du pilier, parfaitement immobile. Ne fuyant pas, ne retenant pas mon souffle, regardant simplement. La section des commentaires était un véritable carnage. Les gens me déchiraient. Ils me traitaient de psychopathe. Ils demandaient pourquoi je n'étais pas choqué. Ils pointaient du doigt le regard froid sur mon visage et le qualifiaient de glaçant. Ils me peignaient comme le beau-fils gâté et rancunier qui avait fini par craquer. Je n'ai pas été surpris par la réaction du public. La société adore les coupables, surtout si vous correspondez au profil du mouton noir amer dans une famille aisée de cadres. Mais le tribunal de l'opinion publique sur Internet ne connaissait pas encore les faits. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix posée et très professionnelle s'est présentée comme étant celle de l'inspectrice Vance, l'enquêteuse principale chargée de l'incident. Elle m'a demandé si je pouvais venir au commissariat pour lui parler à nouveau.
Je n'ai pas hésité. J'ai dit, bien sûr, j'arrive tout de suite. Mon obéissance immédiate l'a fait hésiter. Je pouvais entendre la surprise dans son silence. Le poste de police était exactement comme on s'y attendait. Les murs étaient peints d'un beige terne et déprimant qui semblait vider l'âme de toute substance. J'ai été escorté dans une petite salle d'interrogatoire et je me suis assis en face de l'inspectrice Vance. Elle s'est assise, les doigts croisés sur un mince dossier cartonné posé sur la table en métal entre nous. Elle ne l'a pas ouvert tout de suite. Elle m'a juste fixé, m'évaluant, essayant de trouver une faille dans mon calme. Finalement, elle a brisé le silence. Elle m'a dit qu'ils avaient reçu le rapport de toxicologie accélérée de l'hôpital. J'ai hoché la tête calmement et j'ai dit, d'accord. Elle a ouvert le dossier et a lu les résultats. Il y avait de la scopolamine dans le verre, a-t-elle déclaré, ses yeux plongeant dans les miens. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une petite dose, insuffisante pour être mortelle, mais tout à fait suffisante pour provoquer une grave confusion, une désorientation, déclencher un évanouissement et entraîner une amnésie profonde selon la réaction de chaque organisme. La scopolamine, le souffle du diable, une drogue célèbre pour rendre ses victimes extrêmement suggestibles, les dépouillant de leur libre arbitre tout en les laissant physiquement éveillés. La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Il ne voulait pas me tuer. Un meurtre aurait déclenché une enquête massive. Il voulait me neutraliser. Il me voulait malléable pour me faire signer un document, probablement une renonciation à la fiducie, et totalement incapable de m'en souvenir le lendemain matin. C'était brillant. C'était d'une pure méchanceté. Je n'ai pas scié. J'ai regardé l'inspectrice et j'ai dit, je le crois. L'inspectrice Vance a haussé un sourcil. Vous le croyez? Oui, ai-je répondu d'une voix ferme et glaciale. Parce que c'est moi qui devais boire ce verre. Vance s'est penché en avant, son attitude passant de la suspicion à une attention intense. Expliquez-moi. Et j'ai tout déballé. Je n'ai omis aucun détail. Je lui ai parlé de l'atmosphère tendue, de ma sensation de vertige après ma première gorgée. Je lui ai raconté qu'Evelyne m'avait pris à part pour m'avertir. Je lui ai expliqué exactement comment j'avais procédé à l'échange. Vance est restée silencieuse un long moment, assimilant l'audace de mes affirmations. Elle m'a ensuite posé la question cruciale, pourquoi pensez-vous que votre belle-mère ferait une chose pareille? Je me suis penché plus près de la table, la regardant droit dans les yeux. Parce qu'elle a découvert que je connais la vérité. Vance a incliné la tête. Quelle vérité? Elle n'a pas droit au moindre centime de la succession de ma mère, ai-je dit clairement. Et j'en ai la preuve juridique. Cela a attiré toute son attention. J'ai expliqué la clause du contrat de mariage. J'ai expliqué la chronologie du changement soudain de comportement de Béatatrice. L'inspectrice Vance m'a regardé comme si elle lisait un journal intime verrouillé. Elle m'a averti que mon action et échanger les verres fournissait un motif clair de préméditation si Béatatrice décidait de tourner l'histoire contre moi. J'ai tenu bon. Je n'ai empoisonné personne, ai-je dit fermement. Je n'ai juste pas bu ce qui m'était destiné. Vance a hoché doucement la tête. Elle m'a dit que j'étais actuellement en sécurité, mais que Béatatrice essaierait absolument de faire porter le chapeau sur moi. Elle a ajouté qu'ils avaient besoin de voir la lettre de l'avocat et de parler immédiatement à mon témoin, Evelyne. Je lui ai promis qu'elle aurait les deux. Je suis sorti de ce commissariat en sachant que la guerre venait officiellement de monter d'un cran. La tempête avait éclaté et je pénétrais directement en son centre. Dès l'instant où je suis sorti du poste de police et que je me suis retrouvé sous le soleil de plomb de l'après-midi, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Béatatrice allait se réveiller. Elle allait mentir. Elle allait déformer la réalité. Elle allait engager des agences de relations publiques coûteuses pour me dépeindre comme un monstre manipulateur. Elle pourrait même prétendre que j'avais inventé toute l'histoire de l'empoisonnement pour voler la fortune familiale. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité était déjà en marche, et que je ne faisais que commencer. Cette nuit-là était censée être ma sortie silencieuse et humiliante de l'héritage familial. Au lieu de cela, elle est devenue le prologue de ma vengeance calme et calculée. Je n'ai même pas eu le temps de retourner à mon immeuble que la première attaque a eu lieu. Mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Julien s'est affiché. J'ai laissé sonner 2 fois, calmant ma respiration avant de décrocher. « Ah, qu'est-ce qui se passe bordel » a lancé Julien, la voix aiguë et empreinte de panique.
Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, gardant un ton parfaitement neutre. Ne joue pas au plus con avec moi, a-t-il aboyé. Les flics sont venus à la maison ce matin. Ils posent toutes sortes de questions sur toi, sur ce que tu savais. Tu leur as dit quelque chose? J'ai continué à marcher sur le trottoir animé, laissant le bruit de la ville s'infiltrer dans le combiné. Je leur ai dit la vérité. Un silence lourd et étouffant s'est installé à l'autre bout du fil. Puis Julien a repris, sa voix baissant d'un ton, vibrant presque de colère. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. Elle a essayé de m'empoisonner, Julien, ai-je déclaré, énonçant un fait, non une accusation. Tu n'en sais rien, a-t-il répliqué pour se défendre. Si, je le sais, ai-je répondu calmement. Je l'ai vu, et quelqu'un d'autre l'a vu aussi. Un agent de sécurité privée. Elle s'appelle Evelyne. Julien a expiré brusquement. Le bruit était distinct. Ce n'était pas le bruit d'un homme découvrant une vérité choquante sur sa mère. C'était le bruit d'un homme réalisant que sa couverture était compromise. Il n'a pas nié. Ce silence m'a dit absolument tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne vais plus me taire, lui ai-je dit, ma voix se changeant en acier. Vous avez tous passé des années à faire comme si je n'existais pas. Et quand j'ai enfin accès à ce que ma mère voulait que j'aie, Béatrice décide qu'elle veut me voir disparaître. Je t'avertis, a dit Julien, sa voix montant de panique. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu vas le regretter. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement raccroché. Mon arrêt suivant n'était pas chez moi. C'était au cabinet d'avocats de Sterling et Associés. L'endroit sentait la cire de citron et le vieux papier coûteux. Je me suis assis en face de l'avocat principal et je lui ai remis l'enveloppe scellée contenant la copie de la clause du contrat de mariage. La signature originale de ma mère figurait bien là, à l'encre bleue, une signature que j'avais retracée des yeux des centaines de fois. Sterling a examiné le document. C'était un avocat chevronné, un homme qui facturait $1000 de l'heure et montrait rarement ses émotions. Mais après 5 minutes de lecture silencieuse et intense, il a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Cela change tout, a-t-il déclaré. Oui, je sais, ai-je répondu. Sterling s'est adossé à son fauteuil en cuir. Si cela va au tribunal, toute la structure financière de Béatrice s'effondre. La moitié des maisons, les voitures de luxe, et même le capital de ses entreprises, tout a été tiré de la succession résiduelle de votre mère. Selon cette clause, elle n'a absolument aucun droit sur quoi que ce soit. Elle le sait. J'ai expliqué que c'était précisément la raison pour laquelle elle avait essayé de se débarrasser de moi avant que cela n'éclate au grand jour. Sterling a semblé stupéfait. Il est immédiatement passé à la vitesse supérieure, affirmant que nous devions agir de manière agressive et rapide. Je lui ai donné mon plein consentement pour procéder au gel des avoirs et au protocole de transfert. J'en avais complètement fini de laisser d'autres personnes décider de la valeur de ma vie et de mon héritage. 3 jours plus tard, Béatrice est sortie de l'hôpital. Elle ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas envoyé de SMS. Au lieu de cela, un avis juridique certifié a été placardé sur la porte de mon appartement. Son avocat très réputé m'accusait officiellement de diffamation malveillante et de mise en danger délibérée, menaçant d'un procès civil massif. J'ai lu le papier et j'ai souri. Cette menace de procès n'était pas une démonstration de force. C'était un acte de terreur pure. Elle avait peur. Tant mieux. Mais Béatrice était une créature de relations publiques, et elle est rapidement passée à l'offensive. 2 jours plus tard, elle a accordé une interview exclusive, pleine de larmes, à un blog d'information locale de premier plan qui couvrait largement les galas de charité et les collectes de fonds UP de notre région. Je me suis assis dans ma cuisine et j'ai regardé la diffusion sur mon ordinateur portable. Elle portait un pull au ton doux et sobre. Elle avait l'air pâle, serrant un mouchoir. Elle s'est peinte comme la victime ultime, complètement prise de court par un beau-fils profondément perturbé. Elle prétendait souffrir d'une grave perte de mémoire due à une mystérieuse réaction allergique et insinuait que j'avais toujours lutté contre un ressentiment profond et une instabilité mentale depuis son mariage avec mon père. Elle a commodément omis les détails concernant le contrat de mariage. Elle a omis le fait qu'une agente de sécurité agréée l'avait vu déposer un comprimé dans mon verre. Elle a parfaitement manipulé le public. Elle voulait de la pitié et elle l'a obtenue.
Le titre qui s'affichait à l'écran disait « Sharon Clarke s'exprime. J'ai été prise pour cible par le fils de mon mari ». Le blog avait utilisé son nom de jeune fille pour susciter la sympathie. Pendant un bref instant en regardant cette vidéo, cela m'a fait mal. Cela m'a fait mal parce que des gens la croyaient vraiment. Les commentaires qui défilaient sous la vidéo étaient brutaux. Les gens demandaient pourquoi je m'en prendrais à une femme lors d'une fête de famille. Ils qualifiaient la jalousie de vilaine maladie. Ils me qualifiaient de gosse de riche toxique et gâté en mal d'attention. C'était logique. Béatatrice avait de l'argent, un charme immense et des amis puissants dans tous les comités de charité de l'État. Qu'est-ce que j'avais, moi? J'avais une mère décédée, une vieille enveloppe juridique et la vérité. Mais alors que j'étais assis là à regarder ces fausses larmes, j'ai réalisé une chose essentielle. Les mensonges doivent être hurlés sur tous les toits pour être crus. La vérité, elle, n'a pas besoin de crier. La vérité attend, tout simplement. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était Evelyne. Tu as vu l'article, a-t-elle demandé, allant droit au but. Oui, ai-je répondu. Es-tu prêt à passer à l'action, a-t-elle demandé. Je pense qu'il est temps. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin dans un petit café discret du centre-ville. Evelyne s'est glissée sur la banquette en face de moi, commandant un café noir. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Elle a plongé la main dans la poche de sa veste et a posé une petite clé USB argentée sur la table ainsi que plusieurs transcriptions imprimées. Les images de sécurité de la propriété, a-t-elle dit calmement. Je les ai récupérées avant que le responsable informatique de la famille ne puisse effacer les serveurs. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Le premier fichier vidéo montrait un angle en haute définition depuis le plafond de la salle de bal. On y voyait clairement Béatatrice regarder à gauche et à droite, vérifiant ses angles morts, avant de sortir un petit objet de sa pochette et de le laisser tomber dans ma flûte de champagne. Le deuxième clip était encore plus accablant. Il montrait Béatatrice entraînant Thomas, l'un des serveurs temporaires du traiteur, dans une alcôve isolée près des cuisines. Elle lui chuchotait quelque chose et glissait une enveloppe épaisse dans son tablier. Thomas était le serveur qui s'était occupé de notre table spécifique, et il avait opportunément disparu de la propriété juste avant que la police n'arrive pour prendre les dépositions. Il y a mieux, a dit Evelyne en tapotant les transcriptions imprimées. J'ai fait des recherches sur Thomas. 2 jours avant la fête, un virement bancaire de 50 000 $ a été crédité sur un compte écran lié à son nom. Le compte d'origine? J'ai regardé le papier. L'argent provenait directement d'un compte d'entreprise géré par l'agence de marketing de Béatatrice, une entreprise financée entièrement par la fiducie de ma mère. Ce n'était pas juste un geste de panique personnelle de la part de Béatatrice. C'était un crime hautement orchestré, financièrement documenté et prémédité. Evelyne m'a regardé, le regard déterminé. Publie-le. Tout. Elle a fait son mouvement, Arthur. Maintenant, fais le tien. J'ai regardé l'écran, devant la preuve indéniable de la trahison de ma famille. La tempête s'était pleinement formée et il était temps de la déchaîner. Je pensais que le pire était passé. Je me trompais lourdement. La véritable guerre était sur le point de commencer. J'avais les images de sécurité en haute définition, les virements bancaires certifiés et la clause en béton du contrat de mariage qui faisait de moi le seul propriétaire légal d'un empire de fiducie et d'immobilier commercial de 900 millions de $. Mais posséder l'arme ultime ne représente que la moitié de la bataille. Il faut savoir exactement quand, où et comment l'utiliser pour un impact dévastateur maximal. Si je me contentais de remettre cette clé USB argentée au commissariat local, Béatatrice utiliserait immédiatement ses avocats de la défense payés à prix d'or pour faire traîner le procès pendant des années. Elle manipulerait l'opinion publique, prétendant que les images de sécurité avaient été truquées par un employé mécontent, ou jurerait ses grands dieux que ce transfert d'argent massif n'était que le paiement de services de traiteur légitime. Je devais la coincer dans un angle si serré que même son équipe de relations publiques la plus chère et la plus impitoyable ne pourrait pas l'en sortir. C'est exactement là que Clara est entrée en scène. Clara était une journaliste d'investigation farouchement indépendante qui devait une fière chandelle à mon experte en sécurité, Evelyne, pour une affaire d'espionnage industriel sur laquelle elles avaient travaillé ensemble par le passé. Clara n'était liée à aucune grande chaîne de télévision. Elle ne se souciait pas des comités de bienfaisance locaux, de la politique de l'association des propriétaires ou des abonnements exclusifs au country club que Béatatrice contrôlait totalement.
Clara s'intéressait aux révélations brutes, sans filtre et indiscutables. Nous avons organisé une rencontre dans un restaurant routier mal éclairé à la lisière de la ville, bien loin des quartiers chics et entretenus que ma famille fréquentait. C'était le genre d'endroit avec des néons clignotants, des banquettes en vinyle collant et une odeur flottant entre le café brûlé et l'eau de javel industrielle. Je suis entré et j'ai trouvé Clara déjà assise dans la banquette du fond, sirotant un café noir. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'une veste en cuir usé, avec des yeux vifs et observateurs qui semblaient scanner simultanément tout ce qui se trouvait dans la pièce. Je me suis glissé sur la banquette en face d'elle et j'ai posé le dossier épais et la clé USB argentée directement sur la table en formica. Clara ne s'est pas embarrassée de politesse. Elle a ouvert l'ordinateur portable usé qu'elle avait apporté, a branché la clé et a mis ses écouteurs. Je suis resté assis là dans un silence absolu, observant son visage pendant qu'elle visionnait les fichiers. Elle a regardé la vidéo haute définition de Béatatrice vérifiant ses angles morts et versant la scopolamine dans mon verre de champagne. Elle l'a regardé 3 fois de suite, analysant chaque image. Ensuite, elle a ouvert le dossier et a lu méticuleusement les documents de virement bancaire, traçant les 50 000 $ depuis le compte professionnel de Béatatrice directement vers le serveur temporaire disparu. Elle n'a pas dit un mot pendant environ 15 minutes. Le restaurant bourdonnait autour de nous, la serveuse annonçant les commandes, mais notre table était plongée dans un silence de mort. Quand Clara a enfin levé les yeux, elle a simplement fermé son ordinateur, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ferait rédiger, rigoureusement vérifier et préparer l'article révélateur à publier au moment précis où je lui donnerai le feu vert. Nous avons convenu d'un signal par SMS composé d'un seul mot. Le piège était tendu et amorcé. Le lendemain matin, l'appât a été jeté. J'ai reçu un email formel et agressif de mon frère, Julien. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation officielle à une réunion de famille obligatoire dans la propriété principale. L'email avait été lourdement rédigé par leur équipe juridique, indiquant qu'ils étaient prêts à m'offrir une indemnité de départ de la fiducie familiale à condition que je signe un accord de non-divulgation strict concernant les événements de la fête d'anniversaire et que je renonce formellement à toute réclamation future sur l'héritage de ma mère. Ils essayaient d'acheter mon silence définitif tout en effaçant légalement mon existence. C'était exactement la manœuvre arrogante et désespérée que mon avocat, Sterling, avait prédit qu'il ferait. J'ai décidé de mettre la veste de costume beige rigide que Béatatrice m'avait forcé à porter le soir de la fête. C'était incroyablement poétique. J'ai conduit ma vieille berline rouillée à travers les grands portails en fer forgé de la propriété que ma mère avait bâtie de ses propres mains. J'ai garé ma voiture rouillée juste à côté de la Porsche 911 flambant neuve et rutilante de Julien dans l'allée pavée, et j'ai gravi les grandes marches de pierre. Les lourdes portes en chêne sculptées sur mesure ont été ouvertes par un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Il était taillé comme un joueur de football américain professionnel, vêtu d'un costume noir bon marché et mal ajusté, avec une oreillette torsadée derrière l'oreille. Ils avaient engagé de la force privée pour une réunion de famille. Ce simple détail m'a absolument tout dit sur la façon dont ils s'attendaient à ce que cette confrontation se déroule. Ils avaient l'intention de m'intimider pour me forcer à signer ces papiers. Je suis passé devant le garde et je suis entré dans la immense salle à manger formelle. L'atmosphère à l'intérieur était étouffante, lourde de tension et d'une arrogance totalement injustifiée. Mon père, Richard, était assis tout au bout de la longue table en acajou verni. Il avait l'air épuisé, les cernes sous ses yeux étaient marquées, mais sa mâchoire était crispée dans une lâche résolution. Julien se tenait près de la cheminée en marbre massif, faisant tourner un verre en cristal lourd rempli d'un scotch coûteux, l'air incroyablement suffisant et satisfait de lui-même, et assise directement en face de l'entrée principale, régnant en maître comme une reine sur un trône volé. Se tenait Béatatrice. Elle semblait s'être pleinement remise de son court et dramatique séjour à l'hôpital. Elle portait une robe de créateur ajustée, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait exactement à une femme qui croyait sincèrement avoir déjà gagné la guerre. Je suis entré lentement et je me suis tenu à l'autre extrémité de la longue table. Je n'ai pas tiré de chaise. Je ne me suis pas assis, et je n'ai absolument pas rompu le contact visuel avec Béatatrice. Julien a pris une gorgée lente et arrogante de son scotch et a décidé de briser ce lourd silence. Il a commencé à me parler comme si j'étais un employé rebelle de bas niveau dans l'une de leurs succursales qui avait dépassé les bornes. Il m'a dit que mon comportement au cours de la semaine écoulée avait été erratique, profondément embarrassant et extrêmement préjudiciable à la réputation publique de la famille.
Il a mentionné le procès civil agressif que les avocats de Béatatrice préparaient activement, lançant des termes juridiques intimidants comme diffamation malveillante, dommages financiers et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Mon père n'a même pas eu le courage de me regarder dans les yeux. Il a gardé son regard fixé fermement sur le bois verni de la table et a marmonné, la voix faible. Il m'a dit que je devais simplement accepter l'accord sur la table et ne pas compliquer les choses plus qu'elles ne devaient l'être. Il a même eu le culot de dire qu'il était temps pour moi de tourner la page, de grandir et de construire ma propre vie complètement en dehors de leur ombre. Béatatrice a enfin pris la parole, et sa voix était d'une glace pure. Elle dégoulinait de cette fausse inquiétude aristocratique qu'elle avait perfectionnée pendant 20 longues années. Elle m'a dit, le plus sérieusement du monde, qu'elle était prête à pardonner complètement les mensonges horribles que j'avais soi-disant racontés à la police à propos du verre de champagne. Elle a carrément qualifié mon accusation de malentendu tragique né de mes problèmes psychologiques profonds et de mon ressentiment d'enfance. Elle a tendu sa main manucurée et a fait glisser une liasse épaisse de documents juridiques sur la table d'acajou verni vers moi. Un stylo plaqué or reposait parfaitement sur le dessus de la pile. Elle m'a regardé et m'a dit que l'indemnité de départ était incroyablement généreuse, 200 000 $ versés en versement restrictif sur 5 ans à la condition absolue que je renonce à mes droits sur le portefeuille d'immobilier commercial de ma mère. Que je renonce à ma part de la fiducie familiale et que je m'éloigne à jamais de l'héritage familial. J'ai regardé l'épaisse pile de papier. 200 000 $ en échange d'un empire évalué de manière prudente à près d'1 milliard de dollars. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était une plaisanterie. Mais ce qui me fascinait le plus à ce moment-là, c'était leur confiance absolue et inébranlable. Ils croyaient sincèrement que j'étais totalement impuissant. Ils pensaient avoir réussi à acculer le beau-fils faible, silencieux et invisible dans un coin d'où il ne pourrait jamais s'échapper. J'ai tendu la main, je l'ai posée à plat sur le dessus des documents, et j'ai lentement repoussé la pile vers le milieu de la table. J'ai regardé Béatatrice droit dans les yeux et je leur ai dit que je ne signerais pas une seule page de leurs ordures. Le sourire suffisant de Julien s'est instantanément transformé en une colère pure. Il a violemment posé son verre en cristal sur le manteau de la cheminée en marbre, le liquide ambré éclaboussant le bord. Il a hurlé que je n'avais pas le choix en la matière. Il a crié que j'étais complètement coupé de toutes les ressources familiales. Il a menacé de traîner mon nom dans la boue dans tous les journaux de l'État, de m'engager dans des litiges sans fin et épuisants pour la décennie à venir, et de s'assurer absolument que je finisse complètement ruiné et à la rue. Béatatrice n'a pas crié. Elle a simplement levé la main et a claqué des doigts sèchement. Le garde de sécurité massif est entré lourdement dans la pièce, croisant ses bras épais et bloquant complètement les portes de sortie principales. Béatatrice m'a regardé avec ce petit sourire triomphant et diabolique. Elle m'a dit que la réunion de famille était officiellement terminée et que le monsieur près de la porte allait m'escorter physiquement hors de sa propriété. Je me suis tenu parfaitement droit, rejetant mes épaules en arrière. J'ai regardé autour de moi dans cette immense pièce, observant les lustres en cristal étincelant, les tapis persans importés, les peintures anciennes inestimables que ma mère avait méticuleusement sélectionnées et achetées. J'ai regardé à nouveau mon père affaibli, puis mon frère furieux, et enfin la femme qui avait essayé de m'empoisonner. Je leur ai dit qu'ils venaient de me déclarer inutile. Je leur ai dit qu'ils essayaient de me jeter hors de ma propre maison. Julien a éclaté de rire. Un rire moqueur et dur. Il m'a demandé si j'étais complètement délirant. Il a dit que la propriété appartenait désormais à sa mère et que j'étais officiellement un intrus. C'est à ce moment précis que j'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste beige et que j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai ouvert ma messagerie sécurisée avec Clara, la journaliste d'investigation. J'ai tapé un seul mot, maintenant, et j'ai cliqué sur envoyer. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table d'acajou. La pièce était plongée dans un silence absolu, à l'exception de la respiration lourde de Julien près de la cheminée. J'ai ensuite glissé la main dans l'autre poche de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe blanche, neuve et épaisse, que Sterling, mon avocat, avait minutieusement préparée pour moi. Je l'ai jetée sans effort au centre de la table. Elle a atterri avec un bruit sourd juste sur le dessus de leur accord d'indemnité insultant. J'ai regardé les trois et je leur ai dit qu'avant que leur garde ne pose un seul doigt sur moi, il ferait bien de lire exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe. Julien a levé les yeux au ciel de manière agressive, croisant les bras en ricanant, mais mon père s'est penché en avant sur sa chaise. Il a tendu une main tremblante, a ramassé l'enveloppe blanche, a déchiré le sceau et a sorti l'épaisse liasse de documents juridiques.
C'était la copie certifiée conforme et tamponnée par le tribunal du contrat de mariage, mettant spécifiquement en évidence la clause en béton que ma brillante mère avait mise en place avant de mourir. J'ai regardé les yeux fatigués de mon père parcourir le texte juridique serré sur la page. J'ai vu la couleur quitter complètement son visage, le laissant blanc comme un linge. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que le papier épais s'est mis à cliqueter dans la pièce silencieuse. Il savait exactement ce qu'il regardait. Il reconnaissait la signature de ma mère et il reconnaissait l'irrévocabilité absolue du piège dans lequel il s'était jeté lui-même. Béatatrice a remarqué sa réaction. Elle a exigé de savoir ce qu'il regardait. Elle a tendu la main de manière agressive et a arraché les papiers directement des mains tremblantes de mon père. Je ne l'ai pas laissé lire en paix. Je voulais qu'elle l'entende. Je voulais qu'elle le sente. J'ai élevé la voix, m'assurant que le son résonne sous les plafonds voûtés, et j'ai lu la clause à haute voix pour que toute la pièce l'entende. J'ai récité la formulation juridique exacte et incontestable. J'ai déclaré qu'en cas de remariage de Richard, le nouveau conjoint se voyait légalement, totalement et sans équivoque interdire d'accéder, de gérer ou de tirer profit de tout actif lié à la propriété principale, aux biens immobiliers commerciaux et à la fiducie familiale centrale. J'ai précisé, en insistant sur chaque mot, que l'empire de 900 millions de dollars sur lequel il se tenait actuellement était détenu dans une fiducie restrictive et inviolable, et que cette fiducie me revenait légalement et instantanément dès la découverte de toute violation de l'accord. Béatatrice a cessé de lire. Elle a levé les yeux vers moi, la bouche entr'ouverte, le papier tremblant dans ses mains manucrées. Le masque parfait de la matriarche sophistiquée et intouchable était en train de glisser rapidement, révélant l'imposture terrifiée qui se cachait en dessous. Elle a bégayé, sa voix perdant son calme glacial. Elle a qualifié le document de faux. Elle a insisté sur le fait que mon père ne signerait jamais une chose pareille, que c'était une contrefaçon que j'avais fabriquée pour leur faire peur. J'ai regardé mon père. Il fixait le vide, les yeux rivés sur le bois poli de la table, complètement brisé, complètement silencieux. Il savait que c'était réel. Il savait que ma mère les avait surpassés depuis l'au-delà, protégeant son héritage de sa faiblesse inévitable. J'ai fait un pas lent et délibéré vers la table, réduisant la distance qui me séparait de ma belle-mère. J'ai dit à Béatatrice qu'elle n'avait absolument aucun droit légal sur la propriété. Je lui ai dit que l'agence de marketing haut de gamme dont elle aimait tant se vanter lors des réunions de son country club était entièrement financée par des capitaux volés. Je me suis tourné vers Julien et je lui ai dit que le salaire massif et gonflé qu'il percevait chaque mois de l'entreprise familiale était totalement non autorisé et constituait un vol qualifié. J'ai tout mis à nu, balayant toutes leurs illusions. L'argent était à moi. Les voitures étaient à moi. L'héritage était à moi. Béatatrice a essayé de se ressaisir. L'instinct de l'animal acculé a pris le dessus. Elle a frappé la table de ses mains à plat et a hurlé à plein poumon que je ne pouvais rien prouver. Elle a crié qu'elle était l'épouse légalement reconnue et qu'un morceau de papier vieux de 20 ans ne tiendrait jamais face à ses avocats devant un tribunal des successions. Elle s'est tournée sauvagement et a fait signe au garde de sécurité massif, lui hurlant de m'attraper par le col et de me jeter immédiatement à la rue. Juste au moment où le garde corpulent faisait un pas menaçant vers moi, tendant ses mains épaisses, un son a brisé la tension. Tous les téléphones portables de la pièce ont vibré simultanément. Une vibration collective et brutale contre le bois de la table et dans leur poche. C'était une notification push pour une alerte d'actualité locale urgente. Clara avait publié l'article. Je suis resté de marbre et j'ai regardé Julien sortir son téléphone coûteux de sa poche. J'ai vu ses yeux arrogants s'écarquiller d'une horreur absolue et paralysante. Le titre de l'enquête journalistique indépendante s'affichait en lettres noires et grasses sur son écran, la vérité dans le verre. Comment la matriarche de la haute société Béatatrice Clark a tenté d'empoisonner son beau-fils pour sécuriser un empire volé. L'article ne se contentait pas de faire des affirmations gratuites ou de s'appuyer sur des sources anonymes. Clara avait intégré les images brutes de sécurité en haute définition tout en haut de la page. Sous la vidéo accablante se trouvait une copie scannée du relevé bancaire certifié montrant le virement exact de 50 000 $ au serveur, Thomas, utilisant le numéro de compte d'entreprise de la famille. La chronologie était parfaitement établie. Les preuves étaient irréfutables. C'était une exécution numérique complète et inéluctable. Julien a levé les yeux de son écran lumineux, regardant sa mère à l'autre bout de la pièce comme s'il s'agissait d'un monstre terrifiant qu'il n'avait jamais vraiment vu auparavant. Mon père a laissé tomber sa tête lourde dans ses mains, laissant échapper un gémissement faible et pathétique de défaite totale.
Béatatrice s'est ruée sur son propre téléphone, manquant de renverser son verre d'eau en lisant le titre dévastateur et en voyant son propre visage sur la vignette de la vidéo. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a failli faire tomber l'appareil. Sa respiration est devenue incroyablement superficielle et rapide, frôlant l'hyperventilation. La réalité écrasante de sa situation s'abattait enfin sur ses épaules. Elle n'était plus en train de mener une dispute familiale discrète pour un héritage. Elle faisait face à un scandale public massif mettant fin à sa carrière, ainsi qu'à des accusations criminelles graves et indéniables pour empoisonnement et fraude financière. J'ai lentement ramassé mon téléphone portable sur la table. J'ai ouvert l'application bancaire sécurisée que Sterling, mon avocat, m'avait configurée tôt ce matin-là. Avec le contrat de mariage officiellement activé et la fiducie restrictive légalement reconnue par les grandes institutions financières, le transfert du pouvoir exécutif était déjà effectif en arrière-plan. J'ai regardé directement Béatatrice, dont les yeux étaient écarquillés par la terreur, puis Julian, qui avait l'air sur le point de vomir. Je leur ai dit que les voitures de luxe qu'ils conduisaient, les cartes de crédit Platinum qui se trouvaient dans leur portefeuille de créateurs, les comptes d'entreprise qu'ils utilisaient pour payer des serveurs pour m'empoisonner étaient tous explicitement liés à la fiducie centrale de ma mère. J'ai souri. C'était un sourire froid, dur et profondément satisfaisant que j'avais retenu pendant 20 années d'agonie. J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone, initiant la séquence de verrouillage total que Sterling avait préparée. Je les ai regardés et j'ai calmement déclaré que je venais de verrouiller absolument tous les comptes. Julian a immédiatement et frénétiquement ouvert son application bancaire. Je pouvais voir le reflet de l'écran dans ses yeux. Une bannière rouge vif s'affichait de manière agressive, compte suspendu. Veuillez contacter le titulaire principal du compte. Il a sorti une carte de crédit noire de son portefeuille et a tapé furieusement les chiffres dans un portail de paiement. Refusé. Il a essayé une autre carte. Exactement le même résultat. Une panique pure, brute et étouffante a envahi l'immense salle à manger. Béatatrice s'est mise à hurler, la voix stridente, essoufflée et complètement désespérée. Elle criait après mon père pour qu'il fasse quelque chose, qu'il appelle la banque, qu'il règle ça immédiatement. Mais Richard est resté assis là, figé, coquille vide d'un homme qui réalisait qu'il avait misé sur le mauvais cheval, trahi son propre fils et absolument tout perdu dans l'aventure. J'ai tourné le dos à ces trois personnes et j'ai commencé à marcher vers les lourdes portes en chêne. Le garde de sécurité massif, réalisant rapidement qu'il prenait actuellement des ordres de personnes qui ne pouvaient plus se permettre de payer son tarif horaire, s'est sagement écarté et m'a laissé passer. J'ai franchi les portes, descendu les grandes marches de pierre et je suis monté à bord de ma berline rouillée. Alors que j'enclenchais la marche avant et que je descendais la longue allée sinueuse, j'entendais clairement Béatatrice hurler et jeter des objets depuis la salle à manger. L'empire qu'ils avaient si vicieusement volé s'effondrait en cendres, et c'était moi qui tenais la masse. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager la suite de ce voyage. Le matin suivant la désastreuse réunion de famille a été le matin le plus calme et le plus profondément paisible de toute ma vie. Je me suis réveillé tôt dans mon petit appartement exigu, je me suis préparé une tasse de café instantané bon marché et j'ai allumé la télévision pour regarder les journaux d'information locaux. C'était un cirque médiatique total. Les chaînes locales avaient repris l'article explosif de Clara et s'en donnaient à cœur joie. Les images de sécurité de Béatatrice regardant par-dessus son épaule et laissant tomber la scopolamine dans mon verre de champagne passaient en boucle sur toutes les grandes chaînes. L'indignation publique a été massive et immédiate. Les amis de la haute société, les membres des comités de bienfaisance et l'élite du country club qui avaient assisté à la somptueuse fête d'anniversaire nettoyaient désormais agressivement leurs profils de réseaux sociaux, publiant des communiqués condamnant ces actes et se distanciant de Béatatrice aussi vite que possible. Elle était devenue complètement radioactive. Vers 9 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Evelyne, mon contact de sécurité, qui me tenait au courant minute par minute. Elle m'a dit que l'inspectrice Vance et une équipe d'officiers en uniforme venaient d'exécuter un mandat de perquisition et d'arrêt dans la propriété principale. Selon les contacts d'Evelyne au commissariat, la scène était un chaos absolu. Béatatrice était dans un état d'hystérie totale lorsque la police a enfoncé la porte d'entrée.
Elle avait plusieurs valises de créateurs prêtes et qui l'attendaient dans le grand hall en marbre. Elle essayait désespérément de fuir, tentant de réserver un vol charter privé hors de l'État pour éviter la tempête médiatique imminente. Mais elle n'avait pas pu payer le vol. Chaque carte de crédit Platinum qu'elle essayait d'utiliser était instantanément refusée parce que les avoirs de la fiducie centrale étaient complètement gelés sur mes ordres. Elle était piégée dans la maison qu'elle avait volée. Ils lui ont passé des menottes en acier froid en plein milieu de son entrée en marbre importé, lui lisant ses droits tandis qu'elle hurlait et pleurait. Elle a été officiellement inculpée d'agression aggravée, de mise en danger d'autrui et de fraude financière d'entreprise massive concernant le transfert de $50 000 au serveur du traiteur. Ils l'ont fait défiler menotté devant une demi-douzaine de camions de presse qui campaient devant les grilles. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné à la propriété. Cette fois, je n'étais pas seul. J'étais accompagné de Sterling, mon avocat, et d'une équipe hautement professionnelle d'agents de recouvrement d'actifs privés. Il était temps de récupérer physiquement les propriétés et les véhicules qui m'appartenaient légalement. Nous avons garé nos véhicules dans la longue allée près du grand garage pour 4 voitures. Julien et sa femme Chloé se tenaient dehors sur les pavés, l'air complètement perdu et entièrement brisé. Ils avaient plusieurs valises de créateurs empilées autour d'eux. Julien avait l'air terrible. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en bataille. Sa chemise de créateur coûteuse était profondément froissée. Et l'assurance arrogante et intouchable qu'il affichait à peine 24 heures plus tôt avait complètement et totalement disparu. Sterling s'est avancé, tenant un presse-papiers épais, présentant à Julien une pile d'avis d'expulsion approuvés par le tribunal, d'actes de transfert de propriété et de documents de saisie immédiate des avoirs. La fiducie restrictive exigeait légalement la restitution immédiate de tous les véhicules de luxe achetés avec les fonds détournés de ma mère. Je me tenais là, les mains tranquillement posées dans mes poches, et j'ai regardé Julien lire les documents juridiques complexes. Il a levé les yeux vers moi, les yeux injectés de sang. Il a eu l'audace de tenter de négocier avec moi. Il m'a demandé, la voix tremblante, s'il pouvait au moins garder les voitures pendant quelques jours pour régler leur situation d'hébergement et déplacer leurs affaires dans un hôtel. J'ai regardé derrière lui dans le garage ouvert. Garés à l'intérieur, étincelantes sous les néons, se trouvaient 2 Rolls-Royce Phantom immaculés commandés sur mesure et la Porsche 911 noire de Julien qu'il chérissait tant. C'étaient des véhicules achetés avec le sang, la sueur et le génie de ma défunte mère. Des véhicules qu'ils arboraient fièrement dans toute la ville pendant que je conduisais une voiture rouillée qui passait à peine son contrôle technique annuel. J'ai regardé à nouveau Julien et je lui ai dit que les agents de recouvrement prenaient les clés tout de suite, à la seconde même. Chloé a commencé à pleurer de manière hystérique. Elle a regardé ses bagages coûteux, puis la longue allée, et a demandé comment ils étaient censés quitter la propriété s'ils n'avaient plus leur voiture. J'ai désigné du doigt la longue allée sinueuse bordée d'arbres menant à la route publique principale. Je leur ai dit qu'ils pouvaient marcher ou qu'ils pouvaient sortir leur téléphone et appeler un taxi, mais qu'ils n'allaient absolument plus jamais conduire les voitures de ma mère hors de cette propriété. Les agents de recouvrement sont intervenus rapidement, récupérant les clés auprès d'un Julien complètement vaincu, qui les a remises les mains tremblantes. Ils ont démarré les moteurs, ont sorti les voitures de luxe du garage et ont chargé les 2 Rolls-Royce et la Porsche sur de lourds camions de dépannage à plateau. Le grondement sourd et lourd des moteurs diesel résonnant contre les murs de la propriété était le son le plus doux que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Alors que Julien et Chloé commençaient à traîner leurs lourdes valises à roulettes le long de l'allée pavée, la porte d'entrée de la maison s'est lentement ouverte. Mon père est sorti. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Sa posture était voûtée, son visage tiré et pâle. Il s'est arrêté en haut des grandes marches de pierre, regardant le garage vide, regardant son enfant chéri s'en aller dans le déshonneur. Et finalement, il a tourné ses yeux fatigués vers moi. Il a descendu lentement les marches et s'est arrêté à quelques mètres de l'endroit où je me tenais. Il a ouvert la bouche, la voix fêlée et faible. Il a dit qu'il était tellement désolé. Il m'a juré qu'il n'était pas au courant pour la scopolamine. Il a dit que s'il avait su que Béatrice prévoyait de m'empoisonner, il serait intervenu et l'aurait arrêté. Il m'a supplié de le croire, plaidant avec des larmes dans les yeux pour avoir une chance de s'asseoir, de parler, de arranger les choses et de reconstruire lentement notre relation brisée. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai regardé l'homme qui avait laissé me traiter comme un chien errant indésirable dans ma propre maison pendant 2 décennies. J'ai regardé l'homme qui avait choisi son propre confort plutôt que la sécurité de son fils. Je lui ai dit que je me moquais de savoir s'il était au courant pour le poison ou non.
Je lui ai dit qu'il avait laissé Béatrice m'enterrer vivant bien avant qu'elle n'essaie d'empoisonner ma boisson. Je me suis retourné, j'ai gravi les marches de pierre, je suis entré dans la maison que ma mère avait bâtie, et j'ai refermé fermement la lourde porte en chêne sous son nez, verrouillant le pêne dormant avec un clic sonore et satisfaisant. 3 longues semaines, incroyablement transformatrices, ont passé. La tempête médiatique a commencé à retomber pour devenir un murmure gérable. Béatrice était actuellement détenue dans une cellule froide en béton de la prison du comté. Elle était totalement incapable de payer la caution massive que le juge avait fixée parce qu'elle n'avait tout simplement aucun accès à des fonds. Les avocats de la défense réputés et coûteux qu'elle avait initialement appelés ont abandonné son dossier dès qu'ils ont réalisé que les comptes bancaires de l'entreprise familiale étaient gelés et que ses avoirs personnels étaient saisis. On lui a finalement attribué un avocat commis d'office, une réalité qui, je le savais, détruisait complètement sa fierté aristocratique. Mon père avait tranquillement emballé une seule valise et s'était installé dans un petit appartement d'une pièce louée à la périphérie de la ville, vivant entièrement de sa modeste pension de retraite personnelle, complètement coupé de la fiducie. Je me suis officiellement installé dans la propriété principale. La toute première chose que j'ai faite a été d'embaucher une équipe professionnelle massive pour nettoyer de fond en comble toute la maison. Je voulais que chaque trace de Béatrice soit physiquement et énergétiquement retirée des lieux. J'ai décroché ses œuvres d'art modernes stériles et j'ai ressorti du grenier poussiéreux les peintures classiques et chaleureuses de ma mère, pour les suspendre à nouveau à leur place d'honneur sur les murs. Je suis ensuite allé fouiller dans les anciens registres du personnel et j'ai passé des jours à retrouver Madame Hugues, la gouvernante farouchement loyale que Béatrice avait injustement et cruellement licenciée il y a des années simplement parce que cette femme avait essayé de protéger les effets personnels de ma mère de la poubelle. J'ai conduit jusqu'à sa petite maison, j'ai frappé à sa porte et je lui ai proposé de reprendre son ancien travail, avec une augmentation de salaire massive, une couverture santé complète et un plan de retraite généreux. Lorsqu'elle a franchi à nouveau les portes de la propriété, les larmes coulant sur ses joues, j'ai vraiment eu l'impression de ramener une part de la chaleur et de l'esprit de ma mère dans cette maison. La gestion de l'empire immobilier a nécessité une restructuration immédiate et massive. Je passais 12 à 14 heures par jour enfermé dans la salle de conférence avec Sterling et une équipe de comptables légistes, démêlant méticuleusement le gâchis financier colossal que Béatrice avait créé pour financer son train de vie. Nous avons légalement dissous son agence de marketing superficielle, liquidant ses actifs restants, et avons réalloué le capital récupéré dans des investissements d'immobilier commercial solides et à haut rendement. Pour la toute première fois de ma vie, assis en bout de table de cette salle de conférence, j'ai ressenti le poids et la responsabilité réelle de l'héritage de ma mère. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir de l'argent. Il s'agissait d'honorer son travail acharné et de protéger farouchement l'empire qu'elle avait bâti à partir de rien. Mais il restait un dernier détail en suspens à régler avant que je ne puisse véritablement aller de l'avant. J'étais assis dans le jardin de roses restauré de ma mère, tard un vendredi après-midi, en train d'examiner des documents de garde complexes concernant l'avenir de la fiducie, lorsque l'interphone du portail de sécurité a retenti. Madame Hugues est sortie sur la terrasse et m'a dit tranquillement que Julien se tenait au portail, demandant désespérément 5 minutes pour me parler. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé mes papiers sur la table en fer forgé et je lui ai dit de le laisser entrer. Julien a marché lentement le long de l'allée sinueuse du jardin. Il avait l'air complètement et totalement brisé. L'enfant gâté et intouchable avait entièrement disparu, remplacé par un homme désespéré et épuisé faisant face à une faillite personnelle imminente. Sa femme, Chloé, avait officiellement demandé le divorce une semaine auparavant, invoquant l'instabilité financière et une détresse émotionnelle extrême. Il s'est approché de moi et s'est arrêté à une distance respectueuse et hésitante. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas menacé avec des avocats. Il a simplement supplié. Il m'a dit qu'il était complètement ruiné. Il a dit qu'il n'avait absolument plus d'argent, aucune perspective d'emploi, et que sa réputation professionnelle dans la ville était entièrement détruite par le scandale. Il m'a regardé avec des yeux rouges et suppliants et m'a demandé si je pouvais trouver dans mon cœur la force de lui donner un poste de débutant dans l'entreprise immobilière. Juste un salaire de base pour l'aider à payer son loyer et à se remettre sur pied. J'ai croisé les bras sur ma poitrine et je l'ai fixé pendant un long et lourd moment. Je lui ai posé une question très simple et directe. Je lui ai demandé pourquoi je devrais embaucher l'homme qui s'était assis tranquillement à côté de sa mère et l'avait regardé essayer de m'empoisonner mortellement devant une centaine de personnes. Julien a baissé les yeux vers la pelouse impeccable, ses épaules s'affaissant lourdement. Sa voix est tombée dans un murmure tremblant, à peine audible. Il a dit qu'il était au courant pour le comprimer.
L'air dans le jardin est devenu complètement, terrifiant de silence. Les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Il a levé les yeux, des larmes coulant enfin de ses paupières, et il a tout avoué. Il a dit que Béatrice lui avait explicitement parlé du plan le matin de la fête d'anniversaire. Elle lui avait dit qu'il s'agissait simplement d'un sédatif léger, conçu pour me rendre très docile et conciliant afin qu'il puisse me forcer à aller dans une pièce calme et me faire signer les papiers de renonciation sans résistance. Il a juré ses grands dieux qu'il ne pensait pas qu'elle utiliserait quelque chose d'aussi dangereux et imprévisible que la scopolamine. Je l'ai fixé, sentant une vague de dégoût absolu et pur envahir tout mon corps. C'était le coup de poignard final et brutal. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé pourquoi il était resté silencieux. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait laissé prendre ce verre, pourquoi il m'avait laissé prendre une gorgée s'il savait pertinemment qu'il avait été drogué. Julien n'a pas pu me regarder dans les yeux. Il a détourné le regard, la voix brisée, et a avoué qu'il était terrifié par Béatrice. Mais plus important encore, et de manière plus véridique, il a admis qu'il était absolument terrifié à l'idée de perdre son immense héritage. Il pensait que s'il m'avertissait, s'il gâchait son plan, elle le couperait complètement de la fiducie. Il avait consciemment choisi son style de vie luxueux, sa Porsche et son statut au country club plutôt que ma sécurité humaine de base. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé la main. J'ai ressenti un sentiment profond et immense de clarté. J'ai dit à Julien qu'il était un lâche pathétique. Je lui ai dit qu'il avait vendu son âme pour une voiture et un style de vie qu'il ne possédait même pas et qu'il n'avait pas gagné. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix dure comme de la pierre, et je lui ai dit qu'il était définitivement et légalement banni de la propriété, des bureaux de l'entreprise et de toute propriété commerciale appartenant à la fiducie familiale. Julien a ouvert la bouche pour argumenter, pour réclamer une autre chance, mais il a vu la détermination absolue et terrifiante dans mes yeux. Il a refermé la bouche, s'est retourné et est parti lentement du jardin, disparaissant à travers les lourdes grilles de fer, hors de ma vie pour toujours. Je me suis rassis sur le banc de bois du jardin et j'ai pris une longue et profonde inspiration. L'air de la soirée sentait bon le jasmin et la terre fraîche et humide. L'Empire était complètement sécurisé. La pourriture toxique et purulente qui avait infecté ma famille pendant 2 décennies avait enfin été retirée chirurgicalement. J'ai réalisé dans ce moment de calme que le véritable pouvoir n'est pas d'avoir 900 millions de dollars sur un compte en banque. Le véritable pouvoir, c'est d'établir des limites absolues et incassables. C'est d'avoir le courage brut de s'éloigner des lignées toxiques et de refuser de laisser quiconque, absolument peu importe qui il est, définir votre valeur, manipuler votre réalité ou voler votre paix. Je me suis versé un verre d'eau pétillante, je l'ai levé bien haut vers le ciel du soir, et j'ai porté un toast à la femme brillante et résiliente qui avait rendu tout cela possible. À ma mère, merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. S'il y a une chose cruciale que je veux que vous reteniez de ce voyage, c'est que la famille ne se résume pas à partager le même sang. C'est une question de respect mutuel, de loyauté inébranlable et de sécurité émotionnelle. Ne laissez jamais personne vous manipuler pour vous faire accepter des abus ou du manque de respect simplement parce que vous partagez le même nom de famille. Et souvenez-vous, si quelqu'un essaie de vous chasser de votre propre vie, vous ne vous contentez pas de partir et de capituler. Vous tenez bon. Vous cherchez sans relâche la vérité et vous reprenez farouchement ce qui vous appartient. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire dans votre propre famille? Une dynamique profondément toxique, une trahison cachée ou un secret qui a absolument tout changé? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain voyage.